Je connais plus trop les dispositifs de pédopsychiatrie. Moi, j'ai quitté la pédopsychiatrie en 2010. Mais je pense que là, ce qui est évoqué, c'est le fait justement que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant de s'occuper d'un enfant que de lui trouver une case. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet enfant qui est déscolarisé, il est quelque part, eh bien, on a réglé le problème. Et je pense que c'est là, justement, où on voit cette déshumanisation, cette conception complètement réifiante de la personne dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe absolument pas de ce que vit la personne. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est qu'on puisse dire, dans les statistiques, il est quelque part. Parce que ceux qui sont nulle part, ceux dont on a parlé tout à l'heure, ça fait désordre. À partir du moment où ils sont pris en charge par une équipe, même si elle est complètement en désarroi par rapport à ce gamin, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les moyens qu'on a si on est tout seul, alors que justement il nécessiterait d'autant plus, s'il est déscolarisé, que l'équipe du CMP soit présente avec les collègues de l'ASE pour pouvoir soutenir ce gamin et l'aider à sortir de là où il en est. Je pense que là, on voit vraiment la difficulté qu'il y a, et surtout le problème de ce que moi j'appelle la segmentation des prises en charge. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se préoccuper de ce que fait l'autre. Moi, je fais que mon boulot et les autres, ils se démerdent. Et bien ça, il faut vraiment en finir. Et juste un point, parce que ça rejoint sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les associations. En psychiatrie, il y a un nombre encore important d'associations qui font du PSPH, du soin participant au service public. Il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, on a décidé, donc ils sont plusieurs centaines, je crois qu'ils sont 600 ou 700, à ce qu'il n'y en ait plus que 10. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir des hyperstructures qui ne vont pas justement être sur un projet particulier par rapport à tel type de population qui souffre, mais sur une standardisation du soin, et où justement le critère essentiel pour concentrer, ça va être le critère économique, c'est-à-dire le moins-disant pour accueillir et mettre dans une case ces personnes. Et je pense que malheureusement, en tout cas moi, ce que ça m'évoque quand j'entends ce qui se passe chez vous, et ben, c'est le même phénomène qui risque de se mettre en place. Monsieur Rosenberg, la parole est à vous. Très rapidement pour compléter et réagir et conclure de mon point de vue par rapport à cette table ronde. Première chose, comment dire, éviter un certain nombre de facilités ou de fausses représentations. La fausse représentation, Isabelle n'est pas là, mais c'est la critique majeure que je fais à son rapport, qui pour le reste... Ah ben, voilà. Ah non, mais j'ai enlevé mes lunettes. Bon, bref, allez, je vais très vite. Mais peu importe, je n'ai pas une mise en cause personnelle, on réfléchit politiquement, on n'est pas sur les prisons. C'est qu'il faut quand même éviter de caricaturer. Le dispositif fonctionne. Tous les jours, il y a 200 000 personnes qui se mobilisent pour les enfants. Il y a 10 milliards d'argent public hors dépenses des fonctionnaires qui sont engagés. Nous produisons, comme professionnels, comme magistrats, comme président d'association, etc. Si vraiment on était dans la situation, j'allais dire aussi maltraitante, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas critique, hein, et je le suis depuis 40 ans, sur la situation, on devrait démissionner. Ce que je dis à mon association, je ne pourrais pas, comme président d'association, cautionner des choses comme celles qu'on vient de dénoncer. En d'autres termes, mettons aussi en exergue ce qui se fait de positif. Et pour une raison qui est tout à fait importante, c'est si on ne veut pas démoraliser Billancourt, ceux qui sont ici, pour qu'ils ne partent pas, les assistantes familiales et les autres, il faut leur montrer quand même qu'ils participent de quelque chose qui est positif. Et il y a des témoignages pour le démontrer. Ça ne veut pas dire nier tout ce qui a été dit sur les dysfonctionnements. Deuxièmement, si on veut attraire des gens, si on leur dit qu'on ne fait rien depuis des décennies, mais pourquoi voulez-vous qu'ils nous rejoignent ? Il faut vraiment qu'ils aient le truc chevillé au corps. Bon, abracadabra. Alors, il faut un discours. Vous avez vu que j'ai un discours. Volontairement, j'ai haussé le ton pour montrer que je suis très engagé. Mais engagé, ça veut dire aussi équilibré. Et on ne peut être crédible que si on est équilibré. Et donc, on sera d'autant plus fort pour critiquer qu'on aura pointé les côtés positifs. Et je prends un exemple. Je sais qu'il est caricatural, mais volontairement quand même, proprenons l'histoire. En 1900, il y avait 150 000 enfants qui étaient pupilles de l'État pour 26 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 4 200 pour 68 millions. Globalement, nous avons quand même réussi à ce que, par exemple, on puisse être mère célibataire et avoir un enfant.
et que ça ne soit plus une salope comme vous l'avez connu dans les années 70, 80, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tous les problèmes que nous avons repérés. Mais merde, arrêtons d'être négatifs. Soyons critiques au sens universitaire du terme et au sens politique. C'est comme ça qu'on sera crédible de l'opinion aux 20h à la télé. La deuxième chose, par rapport à ce qui était dit, ne résumons pas, comme on le voit trop souvent, la protection de l'enfance aux enfants accueillis, pour ne pas dire placés. Au passage, condamner le mot placé, on place un objet, on accueille une personne. Personnellement, dans quelques années, lorsque je vais être orienté vers un EHPAD, si j'entends mes enfants dire où est-ce qu'on place papa ou papy, je découpille façon puzzle. Je suis une personne et non, je ne suis pas un tube digestif. En d'autres termes, non mais je plaisante, mais je suis très sérieux. Ce que nous n'accepterions pas pour nous, ne le faisons pas pour les autres. Ces gosses ont été placés, désormais ils doivent être accueillis. Je me suis battu avec la loi de 6 juin 84 pour obtenir d'introduire les droits de l'enfant contre le ministère de la Justice. Rappelez-vous, avant 84, les enfants étaient immatriculés. Pour moi, immatriculés, ça a du sens. C'est clair. Alors, ok, ce sont des personnes accueillies qui ont des droits, qui ont aussi des responsabilités, mais qui ont des droits. Au passage, le vrai problème qui est posé, c'est pourquoi est-on passé de 45 à 55, c'est-à-dire 45% d'enfants accueillis, aujourd'hui à 55. Deuxièmement, question qu'il faut tirer de ce que disait tout à l'heure Isabelle Santiago, où on accueille, et ce que dénonce de très longue date Anne Devraise, le constat qu'on fait depuis quelques années, c'est la multiplication d'accueil de très jeunes enfants. Que vont-ils devenir ? Alors Madame Vautrin, et c'est le point politique sur lequel je voudrais insister, aussi une approche politique, nous énonce, et Xavier Iacovelli, le sénateur, en rajoute une couche, c'est très moralisant, c'est peut-être très économique aussi, il faut les faire adopter. Attends, quelque part, ça me rappelle, moi, certains discours du 19e siècle. Hein. On prend les enfants des pauvres pour les faire adopter par les riches. Je caricature, hein. Bien évidemment, l'adoption, c'est plus complexe que ça. Mais quand je vois en première préconisation de Mme Vautrin par rapport aux enfants de l'aide sociale, l'adoption, virgule, après le reste. Ah non, tout enfant a droit à une... Notre histoire se résume en une phrase qui est très simple. Tout enfant a droit à une famille. A priori, la sienne. On n'est pas en Basse-Papouasie, on est dans un secteur judéo-chrétien. Je condamne les judéos, les chrétiens aussi, mais peu importe. Tout enfant a droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre, par rapport aux institutions collectives, qui a vocation à devenir la sienne, éventuellement par l'adoption. Allons pas à la fin du film avant d'aller au début. Le début, c'est la prévention, le soutien à la famille. Alors, deux ou trois dernières choses. Non, applaudissez pas. Alors, je vais perdre mon truc. Dernier élément par rapport à vos travaux. Je pense qu'il est important pour le Parti communiste et d'une manière générale pour la gauche de dire qu'une politique de protection de l'enfance, ça passe d'abord par une politique de l'enfance, par une politique globale. Plus les enfants vivront, j'allais dire, en famille, ils ont... Et ce n'est pas opposer parents et enfants, garantir le droit des parents contre le droit des enfants. Tout enfant dans notre société, et tu le rappelais tout à l'heure avec la Convention internationale des droits de l'enfant, le premier des droits de l'enfant, c'est de vivre en famille. Il ne doit en être séparé qu'exceptionnellement. Et par rapport à ceux qui critiquent l'intervention judiciaire, je rappellerai qu'ils disent en plus c'est une tradition, disait M. Bonne, le sénateur, non, tradition dont on n'arrive pas à se séparer. Et camarades, c'est l'article 34 de la Constitution qui ne veut qu'on puisse pas porter atteinte à l'état des personnes en dehors de la loi et par des juges. On n'est pas, là encore, dans des pays, j'allais dire, dictatoriaux. On est dans des états de droit au sens juridique du terme, reprenant les droits des personnes. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, le premier axe d'une politique de protection de l'enfance, c'est une politique de l'enfance. Et le souhait, c'est qu'il n'y ait pas besoin d'une politique de protection de l'enfance. Parce qu'il y aura une politique globale qui aura été menée. Alors, deuxièmement, par rapport au code, je peux vous annoncer, c'est officieux, mais ça sera officiel dans quelques temps, on lance le travail d'écriture. Il y a un petit groupe de travail qui a été mis en place par Mme El Haïry, elle le dira elle-même, avec une perspective, j'ai l'air de concrétiser. Certains ont montré que c'était possible. Des gens comme moi et d'autres militent depuis des années pour que ça puisse se faire. On va essayer, non pas pour avoir un document, mais pour que quelque part, la référence, c'est ça l'enjeu aussi, quel est le projet de la protection de l'enfance ? Eh bien, sous nos cieux, le projet de la politique d'une protection de l'enfance, c'est de travailler sur le lien parent-enfant, au nom des droits des enfants de vivre en famille, et de ne le rompre qu'exceptionnellement. Il y a des cas dans lesquels, effectivement, les parents sont pathogènes, etc. J'en sais quelque chose. Alors, le travail sur le code, il commence. Bon, et on est quelques-uns à en être, et on a été entendus. Dernier point, sur les MNA, c'est important aussi de le dire ici. Je vous donne une donnée chiffrée.
sous contrôle d'Anne qui connaît les chiffres aussi bien que moi, sinon mieux. 208 000 enfants et jeunes majeurs sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance fin 2022, sauf erreur de ma part. Sur les 208 000 jeunes majeurs et enfants qui sont accueillis, 37 000 sont des mineurs étrangers isolés ou jeunes majeurs étrangers. Ça veut dire 170 000 qui sont bien de chez nous. Le point important, c'est de se rappeler, et des gens comme moi ont la mémoire, c'est qu'au début du XXIe siècle, il y avait seulement 120 000, 130 000 enfants qui étaient accueillis. Donc, qui est enfant étranger ou pas enfant étranger, les enfants étrangers posent un problème spécifique, enfin, posent un problème, sont une situation spécifique. Il y a quand même surinstitutionnalisation. Donc, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et que certains nous embarquent sur c'est la faute aux étrangers en général, c'est la faute aux mineurs étrangers en particulier. Et là, on a des chiffres pour le démontrer. Et en sachant que là, on n'a toujours pas à avoir honte de ce qu'on fait. J'allais dire, on les prend relativement bien en charge. On a deux problèmes, l'entrée et la sortie. Mais si tout était parfait, on ne serait pas en train de militer. Mais le cœur de cible, il y a des gens qui font un boulot fantastique pour ces gamins. Seulement, il faut tenir le discours politique qui est le suivant. C'est de mon point de vue, comme juge, cette fois-ci je l'ai vu, j'ai géré 8000 situations de cette nature-là, ces gosses ne repartiront pas. L'enjeu politique, c'est de savoir est-ce qu'ils forment un Lupin prolétariat exploité dans le 13e arrondissement ou ailleurs, ou est-ce qu'au contraire, ils sont au-dessus. Ils sont dans la légalité et ils deviennent des enfants de France comme l'ont été nos parents ou d'autres. C'est ça l'enjeu qui est posé. Bon. Alors, tout ça pour terminer sur le point de mon avis qui est central. Et on arrive petit à petit à poser la question comme ça. Ça fait des années que nous disons les uns les autres, au CNPE et ailleurs, que la question première qui est posée, c'est celle des responsabilités. Qui est responsable en quoi ? Dans la sphère publique, dans la sphère privée. Dans la sphère publique, entre l'État et les collectivités territoriales. Dans la sphère privée, entre les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Et comment on articule au sein de la sphère publique les responsabilités entre les uns et les autres ? Comment on les articule au sein de la sphère privée ? Et comment on articule le public et le privé ? C'est un problème de pouvoir, tout simplement. Donc la question, elle n'est pas de renverser la table, mais de faire jouer les pouvoirs, de rappeler à chacun ses responsabilités et de faire en sorte qu'au national, au territorial, il y ait des temps et des lieux dans lesquels ceux qui sont en responsabilité partagent leurs responsabilités. Et pour combattre ce que vous dénonciez sanitaire, social, les silos, pour combattre le silo aussi, le public contre l'associatif, les professionnels contre les familles. Donc la question de la gouvernance est une question qui est fondamentale au plan national, au plan territorial. Et ça passe par, et un parti politique, c'est son rôle, il a vocation à gouverner, quels engagements on prend pour l'avenir si on est au pouvoir aujourd'hui et d'entraîner les autres. De façon à ce qu'effectivement, demain, c'est la seule condition pour qu'il y ait un ministère de l'enfance. C'est pas qu'on le crée, mais c'est qu'on le maintienne. C'est qu'on s'inscrive dans la durée. Et pour l'inscrire dans la durée, il faut que par-delà les transferts, les combats partisans, il y a des objectifs majeurs qui soient partagés sur l'économie, sur la défense, sur la culture, etc. On doit sanctuariser. Il y a le mot sanctuariser quelque part qui est important. Allez, j'aurais terminé en une phrase, parce que j'avais oublié au passage, sur les violences sexuelles et victimes de violences. Je partage ce qui a été dit par madame. Elle n'a pas théorisé, mais elle l'a dit comme je vais le théoriser moi. L'enjeu politique, il n'est pas seulement de rendre justice à ceux qui ont été victimes. Je parle parce que j'étais président de la SIAZ et je suis membre de la commission Betaram. Donc ce n'est pas seulement de rendre justice à ceux qui ont été maltraités, qui ont été victimes. Et donc quand je vois des gens qui ont mon âge arriver flambant dans les audiences qu'on a avec eux et qui, 3 quarts d'heure plus tard, sont façon crêpe, en larmes, en train de nous raconter ce qu'ils ont vécu 70 ans plus tôt, on voit bien. Et je suis témoin en plus physique, c'est moi qui ai rédigé les circulaires sur l'enfance maltraitée de 1983. Je n'ai pas pu y inscrire le mot inceste. Et on me disait, et on avait raison de me dire, tu es plus militant, tu es responsable du ministre, enfin tu parles pour le ministre. Si tu énonces quelque chose, tu dénonces quelque chose, il faut énoncer la politique que tu vas suivre. Ce qui s'est passé depuis 1983, c'est qu'on a pris conscience de l'ampleur du problème. 5,5 millions de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles le temps de leur enfance, 3 millions en famille. Ça veut pas dire que toutes les familles sont incestueuses, mais ça veut dire aussi qu'il y a un léger problème. Tout ça pour dire quoi ? Qu'il ne s'agit pas seulement de répondre à ceux qui ont été victimes, mais il faut faire en sorte que dans 5 ans, il n'y ait pas une nouvelle enquête de l'INSERM qui vienne nous dire qu'il y a encore 5,5 millions. Alors il y en aura 2, 3 millions, mais c'est ça l'enjeu. C'est à la fois agir et réagir. Et c'est la colonne vertébrale du débat sur la protection de l'enfance. C'est gérer le temps réel, la situation de crise dans laquelle nous sommes, mais, et c'est ça faire de la politique, et c'est ça être majeur par rapport aux enfants, c'est d'avoir 5 ou 10 ans
de prospective. Qu'est-ce qu'on vise et quelles sont les étapes pour y arriver? Et si on dit c'est possible par étapes, on enclenche quelque chose. Si on dit il faut bouffer toujours une planification à 10 milliards d'euros, tout le monde dira non. Aussi bien ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que ceux qui ont vocation à l'être demain. Voilà, tout ça, je pense avoir tout dit. J'ai rien loupé. Je vous remercie. Juste pour conclure. Je mets un détail par rapport à vous, mais c'est qu'un détail. Il faut que sur les territoires, on développe des services d'action sociale globale. Des services d'action. C'est pas moi qui l'ai créé, mais j'en ai animé une à Trappes sur la gestion des personnes, gestion sociale des personnes qui étaient sur RMI, RSA, lorsqu'il y a une approche globale des problèmes. Problèmes psychologiques, psychiatriques, de logement, économiques, de papier, etc. Dans les 2 ans, les gens ne sont plus dépendants des services sociaux. Il faut faire du sarkozysme, il faut tout gérer en même temps. Sauf que par rapport à Sarkozy, il faut le faire bien. Oui. Non, juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense, et c'est par exemple, on a un colloque sur la psychiatrie à l'Assemblée nationale le 18, et je pense qu'on va essayer d'avancer sur cette question-là. C'est qu'effectivement, on ne peut pas tout faire aujourd'hui d'un seul coup. Moi, quand je chiffre les besoins en psychiatrie, c'est énorme. Par contre, je pense qu'un élément fort, c'est d'avancer l'idée de loi de programmation sur 5 ans, sur 10 ans, mais qui s'engage dès aujourd'hui pour 10 ans. Et que ce n'est pas que cette année qu'on va donner 200 millions et l'année prochaine, il n'y a plus rien. D'où la demande d'états généraux qu'on développe depuis 2023 au Conseil national de la protection de l'enfance. Allez, terminé. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, mais fermé ouvert. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout dit. Si, vous avez dit l'essentiel. Et je vais pas reprendre derrière parce qu'on a perdu beaucoup de temps.